Et si un simple acte de bonté, un moment de défi dans un monde qui s'incline devant le pouvoir, pouvait changer votre vie à jamais? Pour Diane Fournier, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes et les peines familiales, ce n'était qu'un mardi ordinaire. Elle servait l'élite de la ville, invisible et épuisée. Mais cette nuit-là, l'homme dans la banquette du coin n'était pas un client comme les autres. C'était Mathieu Chevalier, un milliardaire fantôme, un homme dont le chagrin était aussi légendaire que sa fortune, et il buvait jusqu'à l'oubli. Ce qu'elle a fait ensuite, personne d'autre n'avait osé le faire. Cela lui a coûté l'emploi dont elle avait désespérément besoin. Mais ce qui s'est passé le lendemain, c'est une histoire qui prouve que la monnaie la plus précieuse au monde n'est pas l'argent. C'est le courage. Le cliquetis de la porcelaine et le bourdonnement sourd des conversations suffisantes constituaient la bande-son de la vie de Diane Fournier. À 24 ans, elle n'était pas là où elle avait imaginé être. Son diplôme en histoire de l'art, autrefois une source de fierté, ressemblait maintenant à la chute d'une mauvaise blague, son cadre prenant la poussière dans l'appartement exigu de sa mère à Saint-Denis, pendant qu'elle naviguait dans le paysage périlleux du service haut de gamme à la lanterne dorée, une brasserie parisienne chic où le plat principal coûtait plus cher que ses courses de la semaine. Chaque service était une performance. Elle glissait entre les tables drapées de lourdes nappes blanches, son sourire un masque soigneusement construit d'agréable indifférence. Elle devait être invisible mais attentive, rapide mais silencieuse, un fantôme efficace au service des appétits des puissants. Ce soir, la performance l'épuisait plus que d'habitude. Son téléphone avait vibré dans son casier avec un autre texto de sa mère. La toux de Léo a empiré. Le médecin veut essayer un nouveau nébuliseur. La mutuelle ne le couvrira pas Léo, son frère de 16 ans, le garçon brillant, drôle et aimant la vie dont les poumons le trahissaient depuis l'enfance. Sa mucoviscidose était un voleur implacable, lui dérobant son souffle, son énergie et chaque euro que la famille parvenait à rassembler. Le nouveau nébuliseur coûtait 950 €. Pour Diane, cela aurait tout aussi bien pu être 1 million. Le poids de cette somme s'est installé dans sa poitrine. Plus lourd que le plateau d'argent qu'elle portait, chaque pas à travers la salle à manger bondait semblant l'enfoncer davantage dans un sol de désespoir. Elle sentait le regard des clients sur elle, non pas comme une personne, mais comme une fonction, une paire de mains pour apporter et emporter. C'est alors qu'elle a remarqué pour la première fois l'homme dans la banquette du coin, la table 12. La table d'isolement, réservée à ceux qui désiraient l'intimité ou courtisaient le scandale. Il ne courtisait rien. Il semblait se battre avec des fantômes, son corps affaissé dans le cuir rouge de la banquette, comme s'il cherchait à fusionner avec l'ombre. Il était impeccablement vêtu d'un costume sombre sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, mais sa posture était un désastre. Affalé, il fixait un verre de liquide ambré comme s'il contenait les réponses à l'univers. Ses cheveux, un sel et poivre distingués, étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains une fois de trop. Son visage, quand il a finalement levé les yeux pour commander un autre verre, était une carte routière d'une douleur exquise. Une mâchoire acérée, des pommettes hautes. Mais ses yeux, ils étaient creusés, hantés par une tristesse si profonde qu'elle semblait aspirer la lumière de la pièce. Diane avait déjà vu ce regard dans le miroir les nuits suivant un épisode particulièrement mauvais de Léo. C'était Mathieu Chevalier. Même dans son monde, à un univers du sien, le nom résonnait. Un magnate de la technologie, devenu reclus. Un Midas dont le toucher s'était transformé en cendre il y a 3 ans lorsque sa femme, la célèbre philanthrope Amélie Chevalier, et leur jeune fille Lily, avaient péri dans un accident de yacht en mer Égée. L'histoire avait dominé les informations pendant des mois. Le brillant milliardaire qui avait tout et qui a tout perdu en une seule vague cruelle. Depuis lors, il était un fantôme, rarement vu, son empire dirigé par des mandataires. Et il était là, dans sa section, essayant systématiquement de se noyer dans un Armagnac hors de prix. Son collègue, un vétéran blasé nommé Marc, lui a donné un coup de coude alors qu'elle remplissait des verres d'eau. C'est Chevalier dans ton coin. Ne le dévisage pas, continue juste de servir l'Armagnac. On dit que ses pourboires sont légendaires, même quand il est complètement ivre. Diane a hoché la tête, mais un nœud d'inquiétude s'est serré dans son estomac. Ce n'était pas l'appât du gain qui la préoccupait, mais le spectacle brut d'un homme se désintégrant sous ses yeux. Elle voyait au-delà du mythe du milliardaire, elle voyait le reflet de la propre lutte de sa famille contre une force implacable, une lutte pour chaque souffle, pour chaque petit moment de normalité. La souffrance, a-t-elle réalisé, était un grand niveleur, indifférent à la richesse ou au statut. Le chagrin de cet homme était aussi palpable que la lutte de son frère pour l'air, et cette reconnaissance a créé un lien inattendu et troublant dans son esprit. Elle sentait une responsabilité qui dépassait de loin les simples devoirs d'une serveuse. Pendant les 2 premières heures de sa présence, elle a suivi les instructions. Elle s'approchait silencieusement, plaçait un verre frais sur le sous-verre et retirait le vide. Il ne parlait jamais, se contentant de faire un geste d'un seul doigt languide.
Chaque fois, il semblait plus brisé. Sa cravate était desserrée, le bouton supérieur de sa chemise blanche impeccable défait. Un tremblement avait commencé dans sa main. Vers 23 heures, il a de nouveau fait signe. Ce serait son 7e verre. Ce n'était plus simplement un homme qui prenait quelques verres. C'était de l'autodestruction, une rasade coûteuse à la fois. Elle l'a regardé, vraiment regardé au-delà du costume et de la réputation, et a vu un homme au bord d'une falaise. Elle a pensé à Léo, au combat désespéré pour chaque souffle, pour un jour de plus sans douleur. La pure tragédie inutile de tout, cela l'a frappée avec la force d'un coup physique. Elle a pris la bouteille d'Armagnac du bar, mais au lieu de verser, elle s'est dirigée vers sa table et a posé la bouteille fermée avec un bruit sourd et doux. Mathieu Chevalier a levé les yeux, ses pupilles luttant pour faire le point. Une lueur d'agacement a traversé ses traits. « Je crois que j'ai demandé un verre », a-t-il articulé difficilement, sa voix un ras-le-bas et graveleux. « Oui, vous l'avez fait », a dit Diane, sa propre voix à peine un murmure, mais claire et ferme. « Mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne peux pas vous en apporter un autre. » Il a cligné des yeux, l'acte simple de défi si étranger qu'il a semblé le dégriser momentanément. « Vous ne pouvez pas. »« Non, monsieur. » Elle s'est préparée, son cœur martelant contre ses côtes. C'était son travail. C'était 950 €. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un autre verre. Je pense que vous avez besoin d'un verre d'eau et d'un moyen sûr de rentrer chez vous. Un silence glacial est tombé sur la banquette. Il s'est légèrement redressé, une lueur de l'homme puissant qu'il était perçant à travers le brouillard alcoolique. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Oui, monsieur, je le sais, a-t-elle dit doucement. C'est pourquoi je le dis. J'ai vu ce qui arrive quand de bonnes personnes se perdent dans leur douleur. C'est une tempête qui ne vous noie pas seulement vous, elle noie tous ceux qui tiennent à vous. Elle ne savait pas d'où venaient les mots. Il semblait tirer de la partie la plus brute de son âme, la partie qui veillait sur le sommeil agité de Léo. Sa mâchoire s'est crispée. Pendant une seconde, elle a vu un éclair de fureur pure. Elle s'attendait à être renvoyée sur le champ, à ce qu'il rugisse et fasse s'effondrer tout le restaurant sur elle. Au lieu de cela, son visage s'est décomposé juste un instant, la colère se dissolvant dans un vaste chagrin océanique. Il a détourné le regard, fixant le siège vide en face de lui. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez », a-t-il murmuré, les mots épais de larmes non versées. « Peut-être pas », a-t-elle concédé. « Mais je reconnais un homme qui souffre. Et je sais que plus de ceci, » elle a fait un geste vers la bouteille, « ne l'arrêtera pas. » Elle a reculé d'un pas, « Je peux appeler une voiture pour vous. Votre service habituel, je suppose. » Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de fixer le bois poli de la table. Le directeur du restaurant, M. Dubois, un homme dont la colonne vertébrale était faite de gélatine en présence de la richesse, s'est précipité, le visage blême de panique. Il avait vu l'échange de loin. « Y a-t-il un problème, monsieur Chevalier ?» a-t-il demandé, lançant à Diane un regard qui aurait pu tuer. Mathieu Chevalier ne l'a pas regardé. Il a lentement, délibérément, repoussé sa chaise et s'est levé. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, une présence imposante même chancelante. Il a mis la main dans sa veste et pendant un instant terrifiant, Diane a pensé qu'il cherchait son portefeuille pour jeter un billet de 1000 € sur la table et la couvrir de honte. Au lieu de cela, il a placé une seule clé de voiture lourde sur la table. Une clé attachée à un simple porte-clés en cuir. « Elle a raison », a-t-il dit, la voix lourde. Il a regardé directement Diane, son regard intense et troublant de clarté pendant une fraction de seconde. « Appelez mon chauffeur. » Puis il s'est tourné et s'est dirigé, pas tout à fait stable, vers la sortie, laissant M. Dubois bouche bée comme un poisson. Diane a ramassé la clé, sa main tremblante, et s'est dirigée vers le poste d'accueil pour passer l'appel. Quand elle est retournée à la table pour la débarrasser, elle a vu qu'il avait laissé de l'argent liquide, pas un pourboire légendaire, juste assez pour couvrir l'addition au centime près. C'était une déclaration. Son service s'est terminé 1 heure plus tard. Alors qu'elle détachait son tablier, M. Dubois l'a appelé dans son bureau. Il ne lui a pas demandé de s'asseoir. « Diane, à quoi pensiez-vous » a-t-il fulminé, sa voix un murmure venimeux. C'était Mathieu Chevalier. Il pourrait acheter tout ce pâté de maison et le transformer en parc pour chien personnel s'il en avait envie. Votre travail est de servir, pas de psychanalyser. Il allait se faire du mal, monsieur. Il avait trop bu. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Votre décision, c'est plate ou gazeuse. Vous avez embarrassé le restaurant. Vous m'avez embarrassé. Et vous nous avez fait perdre l'un de nos clients les plus prestigieux. Il n'a pas fait de pause pour respirer. Videz votre casier. Vos services ne sont plus requis. Les mots l'ont frappé,
mais elle se sentait étrangement engourdie. Elle avait su que cela arriverait. Elle a simplement hoché la tête, s'est retournée et est sortie. Le poids des 950 €, maintenant une montagne impossible, l'a écrasée alors qu'elle sortait dans la nuit fraîche de Paris. Les lumières de la ville se sont brouillées à travers ses larmes. Elle avait fait ce qu'il fallait, la chose humaine, et cela lui avait tout coûté. Le lendemain était une étude en gris. Le ciel au-dessus de Saint-Denis avait la couleur de l'eau de vaisselle, reflétant le paysage morne de l'avenir de Diane. Elle avait passé la matinée à parcourir les offres d'emploi pour des postes de serveuse, chacune ressemblant à un pas en arrière. La conversation avec sa mère avait été brève et tendue. Elle avait menti, disant que ses heures avaient été réduites, incapable d'admettre qu'elle avait été renvoyée pour un acte de conscience. Le mensonge avait un goût de cendre dans sa bouche. Vers midi, la sonnette de leur petit appartement a retenti. C'était un son discordant. Personne ne venait jamais à la porte d'entrée. C'était généralement juste des colis laissés dans le hall. Sa mère, infirmière, en rares jours de congé, a répondu. Un instant plus tard, sa mère est apparue à la porte de la chambre de Diane, tenant une épaisse enveloppe de couleur crème. Son expression était d'une confusion totale. Il y avait un homme dans une voiture noire, a-t-elle dit, la voix basse. Un chauffeur. Il a demandé après toi par ton nom. Diane Fournier. Diane s'est assise, le front plissé. Elle a pris l'enveloppe. Elle était lourde, faite d'un papier cartonné coûteux qui ressemblait à de la soie. Son nom était écrit sur le devant dans une calligraphie élégante et fluide. Il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse de retour. Elle avait été livrée en main propre. Ses doigts tremblaient alors qu'elle brisait le seau de sirop d'eau. Un simple « C » en relief. À l'intérieur se trouvait une seule carte rigide. Le texte gravé était sobre et noir sur le fond crème. « Mademoiselle Fournier, votre compassion a été une lumière inattendue dans un moment d'obscurité. Je me trouve dans le besoin d'une telle clarté. Je sollicite votre présence pour une semaine à mon domicile, l'atoll du Silence, en Polynésie française. Tous les frais de voyage et d'hébergement seront bien entendu pris en charge. Vous serez indemnisé pour votre temps à hauteur de 100 000 € pour la semaine. Une voiture vous attendra devant votre résidence demain matin à 9 h pour vous conduire à l'aérodrome. Si vous choisissez d'accepter, soyez simplement dedans. Un accord de confidentialité préliminaire est joint. Veuillez le signer et le remettre au chauffeur. Votre intégrité a une valeur que vous n'avez peut-être pas reconnue. Moi, si. Sincèrement, Mathieu Chevalier. Diane l'a lu une fois, puis 2 fois. Son esprit ne pouvait pas traiter les mots. L'atoll du Silence. Elle connaissait vaguement le nom de ces îles privées ultra-exclusives dont on lit des articles dans les magazines de luxe, appartenant à un magicien ou une célébrité. 100 000 €. Le nombre semblait faux, une faute de frappe. C'était plus que ce qu'elle pouvait gagner en 2 ans. C'était le nébuliseur de Léo. C'était la montagne de dettes médicales. C'était une bouée de sauvetage si extravagante que cela ressemblait à une farce. Glissé derrière l'invitation se trouvait un document juridique de plusieurs pages, l'accord de confidentialité et un chèque. Un chèque de banque à son nom de 10 000 €. La ligne de mémo indiquait « Pour votre désagrément immédiat ». « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» a demandé sa mère, les yeux écarquillés d'inquiétude. Diane ne pouvait pas former les mots. Elle lui a juste tendu l'invitation. Sa mère l'a lu, sa main volant à sa bouche. « Diane, non. Absolument pas, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est de la folie. Les milliardaires n'invitent pas simplement les serveuses sur leurs îles privées. Ce n'est pas un film. C'est dangereux. Maman, regarde le chèque. Sa mère y a jeté un coup d'œil, et sa résolution a semblé faiblir une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. Je m'en fiche. Il y a des choses que l'argent ne peut pas réparer, et te mettre dans une position vulnérable avec un homme puissant et en deuil est un risque que je ne te laisserai pas prendre. La dispute a fait rage pendant 1 heure. C'était un fantasme, un piège, le jeu pervers d'un homme riche. Mais contre toutes les craintes valables de sa mère, Diane ressentait une étrange attraction. Ce n'était pas seulement l'argent, même si Dieu savait que c'était un chant de sirène. C'étaient ces mots. Votre intégrité a une valeur que vous n'avez peut-être pas reconnue. Moi, si. Il l'avait vue à ce moment-là dans le restaurant, quand elle se sentait le plus invisible. Il avait vu la personne derrière le tablier. Et il ne lui offrait pas un travail de servante. Il demandait sa présence. Il offrait une somme d'argent qui suggérait qu'il n'achetait pas son temps, mais son caractère. Ce soir-là, elle a appelé sa meilleure amie, Isabelle, une étudiante en droit farouchement pragmatique qui voyait le monde à travers une lentille de positivisme logique et de scepticisme sain.
Diane a lu l'invitation à haute voix au téléphone. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « D'accord », dit lentement Isabelle. « Décomposons ça comme une affaire de responsabilité civile. Schéma des faits. Un milliardaire reclus en deuil, récemment vu dans un état de détresse émotionnelle et d'intoxication extrême, convoque une jeune serveuse qui lui a montré un moment de bonté sur son île privée et isolée. « Tu n'as pas besoin de le faire paraître si sinistre », a dit faiblement Diane. « Ma chérie, c'est sinistre. Il y a plus de signaux d'alarme qu'à un défilé du 14 juillet. Que veut-il dire par « votre présence » ? Qu'est-ce que ça signifie même ? Va-t-il te chasser pour le sport ? Est-ce un scénario à la « chasse du comte Zaroff » avec un meilleur traiteur ? Isabelle, je suis sérieuse. Diane, option A. C'est un homme profondément perturbé qui a fait une fixation sur toi dans un moment de vulnérabilité. C'est dangereux. Option B. C'est un test élaboré, un jeu pour un milliardaire qui s'ennuie. C'est humiliant. Option C. Il est sincèrement reconnaissant et veut… Quoi ? Parler ? Pour 100 000 €, c'est inouï et profondément bizarre. Et l'option D ? A rétorqué Diane, la voix basse. C'est un homme qui est complètement seul, qui a repoussé tout le monde, et pendant une seconde, quelqu'un l'a traité comme un être humain au lieu d'un compte en banque, et il tend simplement la main. C'est l'option qui te fait tuer dans un film d'horreur, a répliqué Isabelle, bien que son ton se soit adouci. Écoute, je sais pour Léo. Je sais ce que cet argent signifierait. Mais tu ne peux pas mettre un prix sur ta sécurité. Elles ont parlé pendant une autre heure. Isabelle, toujours l'avocate, lui a conseillé de faire au moins examiner l'accord de confidentialité par un avocat, mais elles savaient toutes les deux qu'il n'y avait ni le temps ni l'argent pour cela. À la fin de l'appel, Diane était plus partagée que jamais. La peur était réelle, un nœud froid dans son estomac. Mais l'image de Léo luttant pour respirer était plus réelle. Les 100 000 € n'étaient pas juste un chiffre. C'était une année de respiration plus facile pour son frère. Peut-être deux. C'était la différence entre une anxiété constante et étouffante et un moment de paix pour sa famille. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est restée assise près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, l'invitation posée sur sa table de chevet. Cela ressemblait à un artefact de conte de fées, une pomme maudite ou une lampe magique. Elle a pensé aux yeux de Mathieu Chevalier, à la profonde solitude qui s'y lisait. Elle n'était pas naïve. Elle savait que le pouvoir pouvait corrompre et que la richesse pouvait créer des monstres. Mais elle croyait aussi à la lueur d'humanité qu'elle avait vue en lui. C'était un pari. Sa sécurité contre la sécurité de sa famille, son intuition contre la logique du monde. À 8h55, elle a serré sa mère dans ses bras, promettant d'appeler et d'envoyer des textos à chaque occasion possible. Sa mère pleurait en silence. Si tu sens une seule seconde que quelque chose ne va pas, tu cries, tu cours. Tu fais tout ce qu'il faut, a-t-elle murmuré, agrippant les bras de Diane. Diane a hoché la tête, la gorge serrée. Elle avait signé l'accord de confidentialité. Avec une profonde inspiration qui n'a guère calmé son cœur qui s'emballait, elle est sortie de l'immeuble. Comme promis dans l'invitation, une élégante Rolls-Royce noire ronronnait silencieusement au bord du trottoir. Le chauffeur, un homme à l'air sévère dans un uniforme impeccable, est sorti et lui a ouvert la portière arrière. Il n'a pas souri. « Mademoiselle Fournier », a-t-il dit, sa voix un monotone poli. Elle lui a tendu l'accord de confidentialité signé. Il l'a placé dans une poche intérieure sans le regarder. Alors qu'elle se glissait sur le siège en cuir moelleux, la portière se refermant avec un bruit sourd et définitif, elle a eu le sentiment profond de franchir un seuil. La voiture s'est éloignée du trottoir, laissant son ancienne vie derrière elle. Elle était soit en route vers le salut, soit au cœur d'une cage dorée. Le voyage était une classe de maître en luxe fluide et silencieux. La Rolls-Royce a glissé à travers la circulation jusqu'à l'aérodrome du Bourget, un lieu qu'elle ne connaissait pas. Là, un élégant Gulfstream G650 attendait sur le tarmac. Le chauffeur l'a confié à une hôtesse de l'air au sourire chaleureux et professionnel, qu'il a appelée Mademoiselle Fournier et l'a conduite dans une cabine spacieuse en cuir crème et bois poli. Diane était la seule passagère. Alors que le jet s'élevait dans le ciel, laissant derrière lui l'étalement gris de la ville, elle a ressenti une sensation vertigineuse de détachement. Elle était une observatrice dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle a mangé un repas gastronomique qu'elle ne pouvait pas goûter et a regardé les nuages défiler, son esprit un tourbillon d'espoir et de peur. Ils ont atterri sur une petite île de transit où un autre avion plus petit, un hydravion, attendait. La dernière étape du voyage fut la plus époustouflante. Ils ont survolé un kaléidoscope d'eau turquoise et saphir parsemé d'îles émeraudes. Puis une île est apparue, se détachant des autres. Elle était plus grande, ceinturée de plages de sable blanc immaculé, son intérieur d'un vert luxuriant et dense.
En descendant, elle a pu voir une villa principale avec un toit en terre cuite niché dans les collines et plusieurs bungalows d'invités plus petits disséminés le long de la côte. C'était l'atoll du silence. L'hydravion s'est posé doucement sur l'eau cristalline d'une baie abritée. Un petit quai en bois partait de la plage où un homme attendait. Alors que Diane descendait de l'avion sur le quai, l'air chaud et humide l'a enveloppé. L'homme qui attendait était Mathieu Chevalier. Il était une personne différente de l'homme brisé du restaurant. Le soleil accrochait l'argent dans ses cheveux, et ses yeux, clairs et d'un bleu perçant, avaient une intensité surprenante. Il était vêtu d'un pantalon en lin décontracté et d'une simple chemise blanche, pieds nus dans le sable. Il avait l'air reposé, puissant et profondément triste. « Mademoiselle Fournier, dit-il, la voix calme et posée. Diane. Bienvenue à l'atoll du silence. Monsieur Chevalier, répondit-elle, sa propre voix semblant faible contre le doux clapotis des vagues. Mathieu, s'il vous plaît. Il a offert un petit sourire hésitant. Il n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Merci d'être venu. J'ai réalisé que la nature de mon invitation était peu conventionnelle. Elle l'était, a-t-elle convenu, décidant que l'honnêteté était la seule monnaie qu'elle avait ici. Je vous dois une explication, a-t-il dit en se tournant pour marcher le long de la plage. Elle s'est mise à marcher à ses côtés, le sable doux et frais sous ses baskets. Et des excuses pour mon comportement dans votre restaurant. C'était inexcusable. Vous traversiez une épreuve, a-t-elle dit simplement. Il s'est arrêté et l'a regardée, son regard scrutateur. Vous continuez à faire ça, a-t-il murmuré, offrir de la grâce là où elle n'est pas méritée. Il a repris sa marche. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai amené ici. Pourquoi je vous ai offert une somme d'argent obscène. L'idée m'a traversé l'esprit, a-t-elle admis, une pointe d'humour sec dans la voix. Il a eu un petit rire, un son bas et rouillé. J'en suis sûr. La vérité, Diane, c'est que depuis 3 ans, ma vie est entourée de fantômes. Les fantômes de ma femme Amélie et de ma fille Lily. Il a prononcé leur nom avec une révérence qui était déchirante. Et elle a aussi été entourée de gens qui veulent quelque chose de moi. Mon argent, mon influence, mon nom. Ils marchent sur des œufs. Ils me flattent. Ils me mentent. Ils me gèrent. Chaque interaction est une transaction. Il a fait une pause, regardant l'horizon. Et puis il y a eu vous. Dans un endroit où vous êtes payé pour être agréable, vous avez choisi d'être humaine. Vous n'avez pas vu un client ou un pourboire. Vous avez vu un homme en souffrance et vous avez dit la vérité, à grand risque personnel. Je n'ai pas rencontré ce genre d'intégrité brute depuis très longtemps. C'était désarmant. Il s'est tourné vers elle. Je vous ai dit que j'avais besoin de clarté. Être ici, sur cette île, c'est le seul endroit où je peux échapper au bruit. Mais le silence peut être tout aussi assourdissant. Je vous ai amené ici parce que j'ai besoin qu'on me rappelle que l'authenticité existe encore. Je veux parler à quelqu'un qui n'est pas sur ma liste de paix, qui n'a pas peur de moi et qui ne me dira pas ce que je veux entendre. Votre travail, si on peut appeler ça comme ça, est simplement de me parler, de marcher sur la plage avec moi, de dîner avec moi, d'être vous-même. C'est tout. Pour cela, vous avez gagné ma gratitude et la compensation que je vous ai offerte. C'était à la fois la description de poste la plus simple et la plus bizarre qu'elle ait jamais entendue. Cela semblait trop beau pour être vrai. Une partie d'elle, la partie cynique conditionnée par les avertissements d'Isabelle, criait que c'était un mensonge, une belle tromperie mielleuse. Mais en regardant la profonde mélancolie dans ses yeux, une autre partie d'elle le croyait. Les 2 premiers jours furent un rêve surréaliste. Un membre du personnel souriant lui a montré un bungalow de plage privée qui était plus grand que tout son appartement, avec un lit à baldaquin, une terrasse privée et une piscine à débordement qui semblait se déverser dans l'océan. Les repas étaient des affaires 5 étoiles, servis sur une véranda surplombant la mer. Elle et Mathieu parlaient pendant des heures. Il était étonnamment facile de parler avec lui. Il l'a interrogé sur ses études, sa passion pour l'histoire de l'art, et a écouté avec une intensité qui lui a donné le sentiment d'être vraiment entendu. En retour, il a parlé de sa vie avant la tragédie. Il a décrit Amélie, son esprit de feu et son dévouement à ses œuvres caritatives. Il a parlé de Lily, une fillette de 5 ans brillante et curieuse qui aimait dessiner et collectionner les coquillages. Il n'était pas seulement en deuil. Il était une archive vivante des personnes qu'il avait perdues, gardant leurs souvenirs vivants avec ses mots. Diane s'est sentie se détendre. Elle lui a parlé de Léo, des difficultés de leur famille. Il a écouté sans pitié, mais avec une profonde compréhension empathique. Pour la première fois, elle avait l'impression de pouvoir respirer, le poids de sa réalité soulevé par la pure fantaisie de son environnement. Mais le 3e soir, la première fissure est apparue dans la façade parfaite. Il dînait sur la véranda.
Mathieu racontait une histoire drôle sur Lily, essayant d'apprendre à lire à leur Golden Retriever. Il souriait, un vrai sourire sincère, et pendant un moment, le fantôme de l'homme qu'il était autrefois était assis en face d'elle. Son téléphone, qui n'était habituellement jamais visible, a vibré sur la table. Il y a jeté un coup d'œil et le sourire a disparu, remplacé par un masque de fureur froide. Le nom sur l'écran indiquait Marc Vincent. « Excusez-moi. » Ah, dit Mathieu, la voix sèche. Il s'est levé et s'est dirigé vers l'extrémité de la véranda, lui tournant le dos. Sa voix était basse, mais elle pouvait en entendre la tension. « Je t'ai dit de ne pas appeler sur cette ligne. »« Non, le marché peut baisser, je m'en fiche. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, Marc. C'est la mienne. Je suis parfaitement capable. N'ose pas mentionner son nom. Tu n'en as pas le droit. Non, c'est terminé. » Il a raccroché et est resté là un long moment, ses mains agrippant la balustrade, ses jointures blanches. Quand il est revenu à la table, la chaleur avait disparu. L'homme hanté était de retour. « Je m'excuse, » a-t-il dit sèchement. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé doucement Diane. « Les affaires, » a-t-il dit, le mot un rejet. Un vautour de mon conseil d'administration qui pense que mon chagrin m'a rendu incompétent. Le reste du dîner fut calme et tendu. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Diane est allée se promener le long de la plage éclairée par la lune. La villa principale était illuminée, une lueur chaude dans l'obscurité. En s'approchant, elle a vu une lumière allumée à une fenêtre du rez-de-chaussée qui était légèrement entr'ouverte. La curiosité, une chose dangereuse et lancinante, a eu raison d'elle. Elle s'est approchée furtivement, restant dans l'ombre des palmiers. La pièce était une chambre d'enfant. Elle était peinte d'un jaune doux avec un petit lit blanc et des étagères remplies d'animaux en peluche. Mais ce qui a attiré son attention, c'est une table à dessin dans le coin. Dessus, maintenue par une petite pierre, se trouvait un morceau de papier. C'était un dessin au crayon de cire d'enfant. Il représentait un bonhomme allumette avec des cheveux grisonnants debout, à côté d'un bonhomme allumette de fille avec de longs cheveux bruns sur une plage. En dessous, en lettres enfantines bancales, était écrit « Papa et moi ». C'était un dessin doux et simple, sauf que Lily Chevalier, la fille aux cheveux bruns, était morte il y a 3 ans, et les marques de crayon semblaient fraîches. Un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de la nuit a parcouru l'échine de Diane. Quelque chose n'allait pas. Le paradis parfait avait un secret, et elle commençait à craindre de se trouver en plein milieu de celui-ci. La découverte du dessin a tout changé. Le fantasme idyllique de l'atoll du silence s'est évaporé, remplacé par une terreur rampante et suffocante. L'eau turquoise semblait maintenant une barrière, la jungle luxuriante un endroit pour cacher des secrets. Le personnel poli et omniprésent ressemblait soudain à des gardiens, leur sourire revêtant une qualité nouvelle et troublante. Diane n'était plus une invitée. Elle se sentait comme un spécimen sous un microscope. Elle a essayé de rationaliser. Peut-être que le dessin était ancien, soigneusement conservé. Peut-être que Mathieu le regardait tous les soirs pour se sentir proche de sa fille. Mais elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que la cire du crayon était trop vive, le papier trop impeccable. Cela semblait récent. Ses conversations avec Mathieu sont devenues guindées. C'était maintenant elle qui jouait la comédie, ses sourires forcés, ses questions soigneusement neutres. Elle était hyper consciente de chacun de ses sauts d'humeur. La chaleur et la vulnérabilité qu'il lui avait montrées semblaient maintenant une performance calculée, conçue pour gagner sa confiance. Quel était son but final? Les avertissements cyniques d'Isabelle résonnaient dans son esprit. Est-ce un test élaboré? Le test, il s'est avéré, était bien plus tordu qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le 5e jour, Mathieu l'a approchée alors qu'elle lisait sur sa terrasse privée. Son expression était sérieuse, un changement par rapport au comportement mélancolique mais doux qu'il avait cultivé. « Diane, je dois être franc avec vous », a-t-il commencé, s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « Cette semaine a été éclairante, mais je n'ai pas été entièrement honnête sur mes motivations. » Ça y est, pensa-t-elle, l'estomac noué. « Quand j'ai perdu ma famille, » a-t-il poursuivi, le regard fixé sur un point lointain au-dessus de l'océan, le monde a montré ses vraies couleurs. Tout le monde voulait un morceau du milliardaire brisé. Des parents que je n'avais pas vus depuis des décennies sont sortis de l'ombre. Des soi-disant amis m'ont proposé des plans d'investissement lors des funérailles de ma femme. C'était grotesque. Il l'a finalement regardé, ses yeux froids et calculateurs. Je suis devenu paranoïaque. J'ai commencé à croire que la bonté authentique et désintéressée était un mythe. Alors j'ai commencé à mener de petites expériences. Je mettais les gens dans des situations où ils pouvaient demander quelque chose, juste pour voir s'ils le feraient, pour voir où était leur prix. Diane sentit le sang quitter son visage.
Expérience. Mon invitation à vous, a-t-il dit, la voix plate, était l'expérience ultime. Je vous ai amené au paradis. Je vous ai donné le luxe. Je vous ai offert une somme d'argent qui change une vie. Et toute la semaine, j'ai attendu. Attendu que vous demandiez plus. Que vous profitiez de ma vulnérabilité, de ma triste histoire, pour obtenir un meilleur accord pour vous-même. Un poste permanent. Un plus gros chèque. Un investissement dans une histoire larmoyante. Il a fait un geste vague. Votre frère, par exemple. La mention de Léo fut un coup physique. Elle sentit l'air quitter ses poumons. La gentillesse qu'il avait montrée, l'empathie dans ses yeux quand elle parlait des difficultés de sa famille. Tout cela n'était qu'un point de données dans son jeu malade. Elle n'était pas une personne pour lui. Elle était un rat de laboratoire. Vous pensiez que j'utiliserais mon frère malade pour vous extorquer de l'argent? A-t-elle murmuré, sa voix tremblant d'un mélange de blessure et de rage incandescente. C'est ce que la plupart des gens feraient, a-t-il déclaré comme s'il s'agissait d'une loi de la physique. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas demandé une seule chose. Vous avez juste écouté. Une lueur de quelque chose, confusion, admiration, a traversé son visage. Vous avez réussi mon test, Diane. Vous m'avez prouvé que vous êtes exactement celle que je pensais que vous étiez ce soir-là au restaurant. Il s'attendait à ce qu'elle soit heureuse. Soulagée. Il s'attendait à de la gratitude. Ce qu'il a obtenu, c'est de la fureur. Diane s'est levée, son livre tombant sur la terrasse avec un bruit sec. Un test? Vous pensez que c'était un test? Vous m'avez fait venir à des milliers de kilomètres de chez moi. Vous avez étalé votre chagrin devant moi. Vous m'avez fait parler des aspects les plus douloureux de ma vie. Tout ça pour pouvoir. Quoi? Vérifier ma pureté morale? Comment osez-vous? Des larmes de colère et d'humiliation coulaient sur son visage. Cet argent, cette somme obscène que vous avez offerte, ce n'est pas juste un chiffre pour moi. Ce sont des médicaments. Ce sont des visites à l'hôpital. C'est une chance pour mon frère de vivre une vie un peu plus normale. Et vous l'avez agité devant moi comme un morceau de fromage dans un labyrinthe. Vous n'êtes pas un homme en deuil, Mathieu. Vous êtes un monstre, un lâche qui se cache derrière son argent et sa douleur, si effrayé d'être blessé qu'il inflige aux autres à la place. Elle n'avait jamais parlé à personne comme ça de sa vie, encore moins à un milliardaire qui tenait l'avenir financier de sa famille entre ses mains. Mais elle s'en fichait désormais. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre paradis. Et je ne veux certainement pas de votre validation. Organisez un vol. Je veux rentrer chez moi. Mathieu était stupéfait, son visage un masque de choc. Il n'avait clairement jamais été interpellé de cette manière. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais à cet instant précis, le bruit d'un hélicoptère s'est intensifié et un appareil noir et élégant est apparu au-dessus des arbres, descendant vers un héliport près de la villa principale. La tête de Mathieu s'est tournée brusquement vers le son, sa mâchoire se crispant. Il n'était pas censé être là. Qui? A demandé Diane, essuyant rageusement ses larmes. Marc Vincent. Le nom a envoyé une nouvelle vague de terreur en elle. L'homme de l'appel téléphonique. Le vautour. 1 heure plus tard, alors que Diane faisait frénétiquement ses valises dans son bungalow, on frappa sèchement à sa porte. Ce n'était pas Mathieu. C'était un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux plaqués en arrière, un costume coûteux qui semblait déplacé sur la plage, et un sourire qui n'était que dents. « Mademoiselle Fournier, je suis Marc Vincent, vice-président exécutif de Chevalier Industrie, » a-t-il dit, sa voix douce comme de l'huile. « Puis-je vous dire un mot ?» Il n'a pas attendu de réponse, entrant dans la pièce et regardant autour de lui avec un air de dédain. « Pittoresque, » a-t-il dit. « Écoutez, je vais aller droit au but. Je sais pourquoi vous êtes ici. » Mathieu a ses épisodes. Il devient sentimental. Il trouve un chiot errant ou une serveuse et se met en tête qu'ils sont une sorte de sauveur. C'est un symptôme de sa condition. Sa condition? A demandé Diane, sur ses gardes. Le deuil, a dit Marc avec un geste dédaigneux. Ça l'a rendu instable, erratique. Mauvais pour les affaires. Mon travail est de protéger l'entreprise, et par extension Mathieu, de lui-même et des distractions malheureuses. Il l'a regardé droit dans les yeux, comme vous. Il a mis la main dans sa veste et a sorti un chéquier. L'offre de Mathieu était sentimentale. Celle-ci est pratique. Je suis prêt à vous offrir 500 000 €, un demi-million, pour signer un accord de confidentialité élargi, quitter cette île dans mon hélicoptère dans l'heure, et ne plus jamais contacter Mathieu Chevalier. Vous disparaîtrez de sa vie. C'est une généreuse indemnité de départ pour une semaine de travail. N'êtes-vous pas d'accord? L'offre était stupéfiante. Elle changeait une vie.
5 fois ce que Mathieu avait promis. C'était la réponse à toutes ses prières. Mais la façon dont il a dit, le regard froid et mort dans ses yeux, la menace non dissimulée. Ce n'était pas une transaction commerciale. C'était un pot de vin. C'était de l'argent pour acheter son silence. Et soudain, Diane a su avec une certitude absolue que le secret de cette île était bien plus grand que les jeux psychologiques cruels de Mathieu. Marc Vincent ne protégeait pas un homme en deuil. Il l'enfermait dans une cage, et il était terrifié qu'elle, la serveuse errante, ait reçu d'une manière ou d'une autre la clé. « De quoi avez-vous si peur, monsieur Vincent » a-t-elle demandé, la voix ferme. Son sourire s'est crispé. « Je n'ai peur de rien. Je suis un pragmatique. Mathieu est un atout précieux qui doit être géré. Vous êtes un passif. Acceptez l'accord. »« Non, » a dit Diane, le mot ayant un goût de défi. « Je pense que je vais rester. J'ai un contrat avec monsieur Chevalier pour le reste de la semaine. » Le visage de Marc s'est assombri. « Vous faites une très, très grosse erreur. » Il s'est penché plus près, sa voix tombant à un murmure menaçant. « C'est un monde que vous ne comprenez pas. Ne vous faites pas prendre dans l'engrenage, petite fille. Il vous broiera en morceaux. » Il s'est retourné et est parti, laissant derrière lui l'odeur de parfum cher et d'ambition froide. Diane est restée figée, son cœur battant la chamade. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus des tests émotionnels de Mathieu ou de la dette de sa famille. Il s'agissait de survie et du secret enfermé dans cet endroit magnifique et terrifiant. Un secret que Marc Vincent paierait un demi-million de dollars pour garder enterré. Elle devait découvrir ce que c'était. Cette nuit-là, elle ne dormirait pas. Pendant que les 2 hommes les plus puissants de l'île étaient enfermés dans leur propre bataille, Diane Fournier, la serveuse invisible, allait trouver la vérité. Son premier arrêt, la chambre avec le dessin au crayon frais. L'île la nuit était une entité différente. La jungle, si vibrante et pleine de vie pendant la journée, devenait un mur de ténèbres impénétrables, vivante des clics et des bourdonnements de créatures invisibles. Une tempête arrivait de la mer, et le vent hurlait avec un son bas et plaintif, faisant trembler les frondes des palmiers. C'était la couverture parfaite. Diane, vêtue de vêtements sombres, s'est glissée hors de son bungalow. Sa rage antérieure contre Mathieu avait été remplacée par une concentration froide aiguë. La menace de Marc Vincent avait été une erreur colossale de sa part. Elle ne l'avait pas effrayée. Elle avait confirmé ses soupçons et allumé un feu de défi en elle. Il n'essayait pas de protéger la santé mentale de Mathieu, il essayait de contrôler son récit. Et ce récit était un mensonge. Elle s'est dirigée vers la villa principale, son chemin éclairé par des éclairs intermittents. La maison était principalement sombre, à l'exception de 2 lumières. L'une provenait du bureau principal, d'où elle pouvait entendre le murmure bas et en colère des voix de Mathieu et de Marc, leur conflit de plus tôt ayant clairement dégénéré. L'autre lumière était celle qu'elle cherchait, la douce lueur jaune de la fenêtre du rez-de-chaussée. La fenêtre était toujours légèrement entr'ouverte, un détail qui semblait à la fois négligent et délibéré. Elle a regardé à l'intérieur. La pièce était telle qu'elle l'avait vue. Le petit lit blanc était vide, soigneusement fait. Le dessin était toujours sur la table. Rien ne semblait anormal. Mais il y avait une autre porte dans la pièce, à laquelle elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention auparavant. C'était une porte blanche unie, qui semblait mener à un placard ou à une salle de bain attenante. Poussée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer, elle savait qu'elle devait entrer dans cette pièce. Elle a fait le tour de la véranda, testant les portes. Elles étaient toutes verrouillées. Son cœur s'est serré. C'était une mission impossible. Elle était sur le point d'abandonner et de retourner à son bungalow quand un éclair a illuminé quelque chose qui brillait sous une grande jardinière en terre cuite près des portes-fenêtres du salon. C'était une clé, une simple clé en laiton, le genre de clé cachée qui semblait trop cliché pour la forteresse d'un milliardaire, à moins qu'elle n'ait été laissée là exprès, laissée par quelqu'un qui ne pouvait pas agir lui-même, mais espérait que quelqu'un d'autre le ferait. Les mains tremblantes, elle a essayé la clé sur les portes-fenêtres. Elle a tourné avec un léger déclic. Elle s'est glissée à l'intérieur, ses sens en alerte maximale. La maison était silencieuse, à l'exception de la tempête lointaine et de la dispute étouffée provenant du bureau. Elle a traversé furtivement le sol en marbre frais, sa destination, la chambre jaune. Elle a poussé la porte. À l'intérieur, la pièce semblait différente. Il faisait froid, anormalement froid, et il y avait un bourdonnement faible, presque imperceptible. Il ne venait pas de la partie principale de la pièce, mais de derrière la porte blanche du placard. Elle s'en est approchée, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Elle a tourné la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Elle a ouvert la porte et a eu le souffle coupé, sa main volant vers sa bouche pour étouffer un cri. Ce n'était pas un placard. C'était une suite médicale de pointe, digne d'un hôpital.
Le bourdonnement provenait d'une batterie de moniteurs, leurs écrans affichant des lignes vertes et des chiffres fluctuants. Il y avait un ventilateur, des perfusions intraveineuses sur un poteau en acier poli, et une myriade d'autres machines que Diane ne reconnaissait pas. Et au centre de tout cela, dans un lit d'hôpital à température contrôlée, gisait une jeune fille. Elle semblait avoir environ 8 ans, avec une peau pâle et translucide et de longs cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Elle respirait avec le souffle doux et rythmique du ventilateur. Elle était incroyablement immobile, perdue pour le monde, mais elle était en vie. Sur la table de chevet, à côté d'un vase de fleurs fraîches, se trouvait une photographie encadrée de la jeune fille souriant avec Mathieu et une belle femme au sourire radieux, Amélie Chevalier. C'était Lily. Lily Chevalier était en vie. L'histoire, l'accident de yacht, la perte tragique de sa femme et de sa fille, était un mensonge. Un mensonge massif, élaboré, publiquement accepté. Soudain, tout s'est mis en place. Le deuil profond et sans fin de Mathieu n'était pas seulement pour un souvenir, il était pour une fille piégée entre les mondes. Sa consommation d'alcool autodestructrice n'était pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il ne pouvait pas retrouver. Le dessin. Lily devait avoir des moments de conscience partielle, des moments où elle pouvait être guidée pour tenir un crayon, pour faire une marque. Le dessin récent n'était pas l'œuvre d'un fantôme, c'était un signe de vie. Et Marc Vincent, son mobile est devenu d'une clarté effrayante. Tant que Mathieu était perçu par le monde comme un reclus brisé et en deuil, il était malléable, contrôlable. Marc pouvait gérer l'empire, prendre des décisions, consolider son propre pouvoir. Mais si le monde savait que Lily était en vie, que Mathieu avait une raison de se battre, une raison de se réengager dans la vie, le contrôle de Marc volerait en éclats. La vie de Lily était la faiblesse de Mathieu, mais son rétablissement serait la ruine de Marc. Il ne protégeait pas seulement un secret, il supprimait activement l'espoir de Mathieu. Un plancher a grincé derrière elle. Diane s'est retournée brusquement, son cœur bondissant dans sa gorge. Mathieu Chevalier se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, le visage livide. La colère de sa dispute avait disparu, remplacée par une expression de dévastation totale. Il l'avait vu sortir de la pièce cachée. Son secret était révélé. J'ai trouvé la clé, a balbutié Diane, désignant vaguement la véranda. Il n'a pas semblé l'entendre. Il a juste fixé la porte ouverte de la suite médicale, sa fille allongée dans le lit. Une seule larme a tracé un chemin sur sa joue. Ils ont dit au monde qu'elle était morte avec sa mère. A-t-il dit, sa voix un murmure rauque. C'était le seul moyen de la protéger. Après l'accident, les médias étaient comme une meute de loups, et il y avait des menaces, des gens qui l'auraient vu comme un moyen de pression. Il a regardé Diane, ses yeux implorant la compréhension. Elle a subi une grave lésion cérébrale hypoxique. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Ils ont dit que je devais la laisser partir. Il est entré dans la pièce, sa main reposant doucement sur le cadre de la porte de la suite médicale. Mais parfois elle bouge. Ses paupières tremblent. Une infirmière l'a aidé avec ce dessin la semaine dernière. Sa voix s'est brisée. Comment peut-on laisser partir un miracle? Comment peut-on abandonner l'espoir? On ne peut pas, a murmuré Diane, ses propres larmes coulant librement. Maintenant, Marc pense que je suis fou, a poursuivi Mathieu, la voix épaisse de douleur. Il dit que je suis en train de mettre l'entreprise en faillite pour un fantasme, en maintenant cette installation en état de marche. Il veut que je lui cède le contrôle majoritaire pour assurer l'avenir de l'entreprise. Il dit que mon obsession pour elle est un passif. Il a peur de vous, a dit Diane, retrouvant sa voix. Il n'a pas peur de votre chagrin. Il a peur de votre espoir. Si vous commencez à vous battre pour elle, vous commencerez à vous battre pour tout le reste. Il perdra son pouvoir. À ce moment-là, Marc Vincent est apparu dans l'embrasure de la porte derrière Mathieu, son visage un masque de fureur tonitruant. Que signifie ceci? Je t'avais dit de te débarrasser d'elle. A-t-il aboyé à Mathieu avant de tourner son regard venimeux sur Diane. Vous ne pouviez pas simplement prendre l'argent et partir. Elle sait, Marc, a dit Mathieu, sa voix dangereusement calme. Il s'est tourné pour faire face à son subordonné, et pour la première fois, Diane a vu l'acier qui avait bâti un empire briller dans ses yeux. L'homme hanté avait disparu, remplacé par un père et un roi défendant son château. Tu as utilisé la tragédie de ma fille, la mémoire de ma femme, pour me manipuler, pour t'en mettre plein les poches et voler mon entreprise sous mon nez. J'ai fait ce que je devais faire, a craché Marc. Tu étais inapte, te vautrant dans l'apitoiement, te saoulant à mort. Quelqu'un devait tenir la barre. Ce navire a un capitaine, a dit Mathieu, faisant un pas en avant. Et vous êtes relevé de votre commandement. Quittez mon île. Sortez de ma maison.
Une équipe d'experts comptables judiciaires vous attendra à Paris. Je vous suggère de trouver un très bon avocat. Marc est resté bouche bée, son visage déformé par la rage et l'incrédulité. Il a vu le changement en Mathieu, la nouvelle force, et il a vu Diane debout là, le catalyseur de sa chute. Pendant une seconde, il a semblé qu'il pourrait recourir à la violence. Mais ensuite, avec une malédiction étranglée, il a tourné les talons et est sorti en trombe. Le son de l'hélicoptère décollant quelques minutes plus tard était le son de la fin d'un chapitre. Mathieu se tenait dans la maison silencieuse, la tempête à l'extérieur commençant à se calmer. Il a regardé Diane, son expression un mélange complexe de gratitude, de honte et de soulagement immense. « La nuit où je vous ai rencontré, » a-t-il dit doucement, son médecin avait appelé. Il a dit que son activité cérébrale avait chuté à son point le plus bas. Il m'a dit qu'il était temps d'envisager les options. Je suis allé à votre restaurant pour me saouler jusqu'à un point où je pourrais prendre cette décision. Il a secoué la tête. Et puis vous m'avez arrêté. Vous avez parlé de tempête, de combat. Vous n'aviez aucune idée de ce que vous faisiez, mais vous avez sauvé plus d'une vie cette nuit-là. Il a regardé vers la pièce cachée, vers sa fille. Merci, Diane. Vous m'avez rendu mon espoir. Maintenant, j'ai un combat à mener. Diane a regardé du milliardaire las à la jeune fille silencieuse et endormie. Elle était venue sur cette île pour de l'argent, pour aider à sauver son frère. Elle s'était retrouvée au milieu d'un drame qui a sauvé un père et a donné à une petite fille la chance de se battre qu'elle méritait. Le départ de l'hélicoptère de Marc Vincent a eu l'effet d'une accalmie après la tempête. Une atmosphère lourde et oppressante s'est levée de l'atoll du silence, remplacée par un espoir fragile mais persistant. Mathieu Chevalier était un homme transformé. Le reclus solitaire et endeuillé avait disparu, remplacé par un père rempli d'une détermination féroce. Avec une efficacité surprenante, il a commencé à démanteler la toile d'entreprise que Marc avait tissée, ses appels avec des avocats et des membres loyaux du conseil d'administration étant d'une précision chirurgicale. Il ne se contentait pas de récupérer son entreprise. Il se réengageait dans la vie, poussé par une nouvelle mission, protéger Lily et son avenir. Dans cette révolution tranquille, le rôle de Diane est passé d'invitée à confidente. Le contrat de 100 000 € est devenu un artefact oublié d'une autre réalité. Ces journées ont trouvé un nouveau rythme, centré autour de la chambre jaune. Elle est devenue un pont entre le monde de deuil et d'action de Mathieu et le monde d'immobilité de Lily. S'appuyant sur ses connaissances en histoire de l'art, elle a rempli la suite médicale stérile de descriptions vivantes de chefs-d'œuvre, lisant à voix haute des contes classiques pour enfants. Elle ne savait pas si Lily pouvait l'entendre, mais elle a remplacé le silence clinique par la beauté et l'émerveillement, apportant un sentiment de normalité à leur situation extraordinaire. Un après-midi, alors que Mathieu la regardait depuis le seuil, il a parlé doucement, la voix épaisse d'émotion. « Amélie vous aurait adoré. » Elle avait ce même don de voir la personne, pas la circonstance. Le dernier jour prévu de Diane sur l'île, Mathieu l'a trouvée en train de regarder le coucher de soleil depuis sa terrasse. Il tenait 2 enveloppes. « Ceci, dit-il en lui tendant la première, est pour votre intégrité, pour votre courage, pour m'avoir rendu ma vie. » À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 000 €. La vue de ce chèque était surréaliste. C'était l'avenir de Léo. C'était la tranquillité d'esprit de sa mère. C'était la fin d'un poids qu'elle portait depuis des années. Des larmes de soulagement ont coulé sur son visage. « Ce n'est pas un paiement », a dit fermement Mathieu, anticipant sa protestation. « C'est un remerciement. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai à vous offrir. » Il lui a tendu la seconde enveloppe. Elle ne contenait pas de chèque, mais une proposition formelle. « Je relance la fondation caritative d'Amélie », a-t-il expliqué, les yeux brillants de passion. « Nous allons financer la recherche de pointe sur les lésions cérébrales pédiatriques et fournir un soutien financier direct aux familles ayant des enfants atteints de maladies chroniques. Personne ne devrait avoir à affronter ce que votre famille a vécu ou ce que j'ai vécu, seul. » Il a fait une pause, son regard direct. La fondation a besoin d'un directeur. Quelqu'un avec de l'empathie, de l'intelligence et la force de se battre pour ceux qui ne le peuvent pas. Elle a besoin de vous, Diane. Il ne lui offrait pas une place dans sa cage dorée. Il lui offrait un but qui utiliserait son esprit vif et son cœur compatissant, une chance de multiplier son simple acte de gentillesse par 1000. Le choix fut immédiat et évident. 2 mois plus tard, Diane Fournier est entrée dans un bureau étincelant du centre de Paris. Les lettres plaquées or sur la porte indiquaient « Fondation Amélie et Lily Chevalier ». Elle n'était plus une serveuse. Elle était sa directrice des opérations. Son frère Léo, recevant les meilleurs soins de médecins financés par la première subvention anonyme de la Fondation, respirait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Son amitié avec Mathieu est restée une constante.
Il appelait de l'atoll du silence avec des mises à jour, un léger mouvement dans le doigt de Lily, un pic réactif sur un moniteur. C'était de petits pas sur une route longue et incertaine, mais maintenant il la parcourait avec espoir. Leur histoire n'a jamais été une romance de conte de fées. C'était quelque chose de plus profond et de plus réel. C'était l'histoire de deux personnes qui se sont heurtées dans un moment de crise et ont trouvé l'une en l'autre la force de guérir. Diane n'a pas gagné le milliardaire. Elle a gagné quelque chose de bien plus précieux. Son propre but, forgé par un acte de courage dans un coin tranquille d'un restaurant doré. Quel voyage incroyable! L'histoire de Diane nous rappelle que l'on ne connaît jamais les batailles secrètes que livrent les gens qui nous entourent. C'est une puissante leçon d'empathie, montrant comment le courage d'une personne peut créer des ondes qui changent des vies de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Elle n'a pas seulement sauvé un homme d'une nuit d'ivresse. Elle a sauvé un père, protégé une fille, à la fin, découvert sa propre force et son propre but incroyable. Son histoire n'était pas de trouver un prince. Il s'agissait de devenir une reine de plein droit. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel du pouvoir de la gentillesse. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour plus de drames de la vie réelle qui explorent les profondeurs cachées du cœur humain. Qu'avez-vous pensé de la décision de Diane? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre écoute.